Bienvenue à tous dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés. La grande édition à 17h du lundi au vendredi sur Bismart TV, à retrouver en replay le soir sur bismart.fr et puis bien sûr en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Alors au sommaire de cette édition ce soir, les marchés entament le deuxième trimestre 2024 après un week-end prolongé qui leur a permis de digérer un peu les nombreux indicateurs macroéconomiques et notamment l'indice Core PCE, indicateur préféré de la Fed sur l'inflation. Et l'inflation a ralenti en ce mois de février à 2,8% en rythme annuel. Comme attendu, Jérôme Powell a quand même précisé qu'il faudrait davantage de bons chiffres avant d'entamer un assouplissement de la politique monétaire. Dans le même temps, l'indice PMI manufacturier publié lundi a été meilleur qu'attendu, lui, surprise à la hausse donc. Il est repassé au-dessus de la barre des 50 points et c'est une première depuis 2022. Alors good news is bad news, la résistance économique américaine pourrait encore retarder les baisses des taux. Conséquence dès lundi sur le marché US, le rendement obligataire américain a grimpé de plus de 10 points et puis Wall Street a clôturé en ordre dispersé et avec une certaine volatilité et la situation se répercute bien évidemment aujourd'hui sur les rendements européens. Et puis ce mardi, le CAC sur le fil ce matin a basculé cet après-midi en territoire négatif dans le sillage de Wall Street. Les trois principaux indices américains sont aussi dans le rouge. Il faut dire que l'actualité est aussi assez chargée au niveau géopolitique avec des tensions notables. Une frappe en Syrie de l'armée israélienne a visé des responsables militaires iraniens, ce qui a fait bondir les matières premières. Les cours du pétrole ont grimpé, $88 le baril de Brent, 84 le WTI. Total Energy en a profité pour s'installer sur son record historique, plus de 65 € le titre, une hausse de presque 4%. L'or, lui, a aussi atteint un record historique ce matin, un peu plus de $2280 l'once. Le précieux métal jaune a pris plus de 10% depuis le début de l'année. Alors voilà pour les sujets du jour. On en reparlera bien sûr avec nos invités présents en plateau de Planète Marché. Et puis enfin, on est au mois d'avril et comme tous les ans, s'ouvre la campagne de déclaration de revenus. Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, j'aurai le plaisir de recevoir Audrey Ferry, en charge de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et Compagnie à Paris, qui nous donnera quelques conseils pour bien remplir sa déclaration de revenus. Avant d'accueillir nos invités, un retour sur les infos clés du marché. Tendance mon ami, chaque soir à l'ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. Le CAC 40 s'inscrit en baisse en cette séance de reprise après le long week-end de Pâques, tout comme le Dow Jones d'ailleurs, qui perdait plus de 1% à l'ouverture ce mardi. On note que la séance est marquée par la hausse des cours du pétrole en raison de la situation géopolitique en Israël et en Syrie notamment. Dopé par le prix du baril de Brent, Total Energy est en tête du CAC 40 et grimpe à son plus haut niveau historique. Le titre prend 3,5% et dépasse les 65 €. Le cours de l'or atteint également un nouveau sommet à plus de $2280. Sur les 6 derniers mois, le cours de l'or a augmenté de 20%. Ces niveaux records avaient été connus en 1967 pour la dernière fois. Du côté des indicateurs, c'est l'inflation allemande qui était attendue aujourd'hui et elle ralentit à 2,3% pour l'inflation IPCH en données préliminaires. Le consensus tablait sur un ralentissement à plus 2,4% après plus 2,7% en février. En Chine, l'activité manufacturière progresse pour la première fois en 6 mois d'après l'enquête officielle publiée dimanche. L'indice PMI manufacturier s'établit ainsi au-dessus de 50 à 50,8 précisément, après 49,1 en février et contre un consensus de 49,9. Du côté des services, l'indice PMI services ressort à 53 après 51,4 le mois précédent. Hier, surprise à la hausse aux États-Unis où les investisseurs ont appris que l'activité manufacturière est repartie à la hausse en mars après 16 mois de baisse consécutifs. L'indice ressort ainsi à 50,3 après 47,8 en février.
L'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière en zone euro ressort à 46,1 en mars, contre 45,7 attendu et après 46,5 en février. Dans les actualités des sociétés, Voltalia publie ses résultats et ses nouveaux objectifs pour l'exercice en cours. L'entreprise enregistre l'une des plus fortes hausses du SRD, avec un EBITDA en hausse de 76% à 241 millions d'euros, avec une marge de 48,7% contre moins de 30% l'année dernière. Ces solides résultats sont applaudis par le marché, le titre prend plus de 13%. General Electric achève sa scission en 3 sociétés distinctes afin de se concentrer sur les cœurs de métier de chaque branche. Pour rappel, General Electric avait été créé il y a plus de 100 ans par Thomas Edison. Les 3 nouvelles branches sont donc GE Healthcare, GE Vernova et GE Aerospace. Le titre plonge de 20%. Enfin, pour finir les actus des sociétés, parlons de Xiaomi qui veut réussir là où Apple a échoué sur le secteur des voitures électriques en Chine. L'entreprise présente sa Berlin Speed Ultra 7 au prix de 28 000 €. Le titre de Xiaomi prend 16% à Hong Kong. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'estimation rapide de l'inflation en zone euro pour le mois de mars, ainsi que du taux de chômage en zone euro pour février. Aux États-Unis, l'ISM Service du mois de mars sera publié dans l'après-midi. Tendance, mon ami, chaque soir sur Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités chaque soir avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir David Calfon, président de Sanso Investment Solutions. Bonsoir David. Bonsoir. Merci également à Adi Lamor, DG de Schleicher Prince Gestion. Bonsoir. Et enfin, merci Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bonsoir. Alors, on va commencer par le market mover du moment, la perspective de baisse des taux qui s'éloigne. Alors, ces dernières semaines, la Fed semblait tabler plutôt sur 3 baisses des taux à partir de cette année, à partir de juin au mieux. Et une baisse des taux de 0,75% à 1%. 3 baisses des taux aussi, voire 4 prévues pour 2025. Mais alors, les derniers indicateurs macro, là, ont complètement refroidi les ardeurs des marchés et du coup, on remet en question toutes ces baisses. Alors, maintenant, le consensus tablera plutôt sur une baisse de 65 points de base cette année. Pas sûr qu'il y ait 3 baisses des taux. Alors, comment se positionner ? Qu'est-ce que la Fed pourrait faire ? Et quid aussi de la BCE ? Parce que sur côté BCE, elle se dit aussi toujours très data dependent. Pour Goldman Sachs, ce matin, ils ont annoncé qu'ils attendaient 5 baisses des taux prévues pour cette année parce que niveau européen, l'économie était quand même moins solide que niveau américain. Donc, voilà. Comment faire ? Peut-être, David, vous voulez commencer ? Oui, je pense qu'on peut recommencer en mettant un petit peu en perspective. Si on remonte juste au début de l'année, il n'y a pas très longtemps, on avait un marché qui attendait plus de 6 baisses des taux aux États-Unis. Et finalement, la grande surprise de ce premier trimestre, ça a été de voir que la Fed a réussi à décaler une première fois les anticipations de baisse des taux, finalement sans impact sur les marchés d'actifs risqués. Et ça, véritablement, moi, j'aurais pas parié cher là-dessus en début d'année, mea culpa direct, mais très clairement, ils ont fait un travail qui est exceptionnel, puisqu'ils ont réussi véritablement à décaler les anticipations. Alors maintenant, la question, c'est, et maintenant, est-ce qu'ils vont continuer cet exercice de funambule, parce que la ligne, elle est quand même très, très, très étroite. Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout et à tenir comme ça le marché, à décaler progressivement les anticipations sans aucun problème? Ça va être finalement la clé des mois qui viennent. Alors on peut dire effectivement qu'il y a eu un facteur également qui est venu soutenir le marché au premier trimestre, ça a quand même été les résultats des entreprises, qui étaient quand même assez exceptionnels. Mais c'est vrai que l'image que l'on a aujourd'hui, on est en train de passer du fameux scénario de soft landing à un scénario de no landing, le fameux dont on
première fois qu'on nous l'a prononcé, on s'est tous regardés avec beaucoup de perplexité. Mais il faut constater qu'effectivement, avec une économie qui est beaucoup plus forte que prévu, le phénomène de désinflation que l'on a eu, est-ce qu'il est déjà derrière nous? Tout à fait. Mais il y a quand même une petite... la situation est quand même différente aux États-Unis et en Europe. Et pour l'instant, la BCE a quand même dit qu'il n'y avait pas de raison que ce soit la BCE en premier et pas la Fed. Mais d'un autre côté, l'inflation est moins forte en Europe. Peut-être. Oui. Alors, pour compléter ce que disait David, si on regarde un petit peu côté BCE, maintenant la question, c'est clairement au niveau économie européenne, on a ralenti par rapport aux US. Ça, c'est évident. Voilà, on n'est pas du tout dans la même situation. Sur le prisme de l'inflation, c'est la même chose. Les 2% se rapprochent. Voilà, exactement, il n'y a aucun débat. Maintenant, la question fondamentale, c'est est-ce que la BCE, pour une fois, va avoir le courage d'agir avant la Fed, avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Quand on regarde les chiffres économiques, et si on était à la place de Madame Lagarde, il n'y a aucune raison d'attendre trop longtemps et de dépasser juin. Maintenant, il faut mesurer aussi l'impact d'une baisse des taux trop significative, avec potentiellement l'impact que ça aura sur l'euro et potentiellement un prisme inflationniste qui pourrait encore se mettre en place. Mais si je reviens sur la Fed en 2 mots, aujourd'hui, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'exercice d'équilibriste de la Fed a été majestueusement réalisé. On a décalé dans le temps, on a repentifié les courbes gentiment et doucement, sans aucun impact sur les actifs risqués, à part aujourd'hui. C'est la grande nouveauté. Les taux montent, les actions baissent, le crédit s'écarte un tout petit peu. Mais in fine, moi, si je devais retenir une seule chose, c'est que économiquement, ça tient, il n'y a pas de catastrophe. Une baisse de taux, voire deux, il y en aura forcément en 2024 ou au pire, au T1 2025. Et il faut construire les portefeuilles et investir dans ce nouveau contexte. Parce que je le dis modestement et humblement, moi, je n'en sais strictement rien sur les prochains chiffres. Et encore une fois, le volet data dependent de la Fed ou encore de la BCE, on vit avec et c'est la volatilité des marchés. Tout à fait. Raphaël, votre avis, vous, Fed, BCE, quid d'un assouplissement monétaire tant attendu? On est sur un renversement de marché effectivement assez étonnant, d'un marché qui se positionnait sur ces 6 ou 7 baisses de taux, très enthousiasmé à cette idée que les banques centrales puissent enfin passer à l'action. Un marché qui est beaucoup plus prudent, qui même devient plus prudent que les banquiers centraux. On a même renversé la table. Aujourd'hui, les marchés se mettent à douter. On entend même certains qui effectivement parlent d'une année sans baisse de taux. Donc on va voir. La photo, elle est quand même assez intéressante et elle interroge déjà sur la dimension économique aux États-Unis. On a une résilience exceptionnelle. On n'est absolument pas sur des chiffres de fin de cycle. On est en plein dans le cycle avec évidemment le chômage qui est au plus bas, le PIB qui continue d'être sur des tendances très supérieures aux tendances long terme, bien sûr, qui surperforme son potentiel naturel, dirons-nous, et pas vraiment de signes de ralentissement qu'on peut voir par ailleurs sur d'autres géographies comme en Europe. Donc ça interroge, et évidemment, un corollaire de ce constat, c'est cette dynamique d'inflation. La désinflation, elle existe, c'est une réalité, mais elle met beaucoup de temps, elle va mettre beaucoup plus de temps. Et si vous mettez à la place de M. Powell aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison de précipiter le mouvement. Il a dit qu'il serait patient, il a dit qu'il regarderait les données avec attention, et aujourd'hui, patience et observation inciteraient à appuyer sur le frein, en tout cas appuyer sur pause et attendre un peu plus de clarté. Donc le risque, il est là. Le risque, c'est vraiment ce risque que l'inflation puisse rester de manière structurelle à des niveaux plus élevés, qui ne permettrait pas ce cycle de hausse des taux qui enthousiasme tant le marché, et qui, si effectivement les taux étaient amenés à se maintenir à des niveaux plus élevés, pourrait commencer à faire un peu de dégâts. Oui, et là, on va parler un petit peu, on va se projeter. On a effectivement le scénario rose probable, on verra, d'un marché qui atterrit gentiment, qui n'atterrit pas, qui redécolle. Effectivement, l'inflation baisse, elle va dans le bon sens, il n'y a pas eu de crash économique, tout ça est très positif pour les actifs risqués. Ça, c'est scénario 1. Scénario 2 qui n'est pas du tout dans les prix. C'est que,
L'inflation reste ce qu'elle est, les taux d'intérêt ne risquent pas de baisser très violemment, voire même sur le long, on pourrait imaginer une pontification par le long, auquel cas certains segments de l'économie pourraient se mettre à souffrir. On va parler de l'immobilier, on va parler des banques régionales aux États-Unis, on va parler du VC, on va parler de différents segments de marché qui sont très dépendants de ce risque de levier, de dette, et qui auront des problèmes de refinancement. Donc là, on est sur un basculement de rhétorique pour l'instant, mais à suivre parce que c'est pas anodin. D'accord. Mais parce que justement, c'est ce que vous disiez. Les marchés, jusqu'à présent, on a retardé cette baisse des taux. Ils n'ont pas vraiment réagi. Et d'un autre côté, on peut même dire que la baisse des taux, elle a même déjà été pricée par les marchés. Et à chaque fois, on s'est dit... finalement, elle n'a pas lieu tout de suite, c'est pas grave, ça n'a pas du tout été une dégringolade. À chaque fois que finalement ça a été repoussé, on s'est dit, les marchés font une pause, et puis à chaque fois, ça a repris. Alors, jusqu'où ça peut aller comme ça? Est-ce qu'on a été face à une bulle de l'anticipation des taux? Mais alors là, si effectivement les indices PMI manufacturiers continuent à se maintenir comme ça, et que la Fed dit, pour l'instant, on n'y va pas, le risque est quand même important, non? Je pense que la nouveauté, c'est effectivement l'indice manufacturier qui repasse positif, qui repasse au-dessus de 50. Oui. Là, c'est vrai que tant qu'on était en secteur, déflationniste, récessionniste, il n'y avait pas trop de sujets. On pouvait avoir justement des espoirs en disant, on est véritablement en train de ralentir, ça ralentit pas trop vite et c'est tant mieux, etc. Là, on est dans une situation qui est un peu différente. Alors, il y a un point quand même qui peut nous encourager sur l'idée de dire que la baisse des taux n'est quand même pas forcément très très loin. C'est que dans la composante de l'inflation aux États-Unis, il y a une composante qui a beaucoup d'inertie, c'est celle des loyers et de l'immobilier. Et celle-là, elle est très clairement... avec un peu de retard, parce que justement, c'est l'une des composantes qui a le plus d'inertie, etc. Elle est très orientée à la baisse. Donc ça, avec le poids que cela représente dans l'indice global de l'inflation, ça peut rassurer les banquiers centraux et se dire, finalement, le risque de voir à nouveau une forte poussée inflationniste, quand même pas énorme, voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est le seul confort qu'on peut trouver dans les chiffres actuels, parce que les chiffres actuels ne montrent pas du tout ni une économie qui ralentit, ni une inflation qui baisse fortement. Non, mais par rapport à ça, pour compléter, en fait, moi, le risque que je vois assez important sur, on va dire, le fait de retarder massivement une baisse des taux, surtout en Europe. Encore une fois, les États-Unis, on va dire, ils vivent un petit peu leur vie, ça va baisser, on verra, etc. Mais si on regarde en Europe, le marché, notamment crédit, a pricé quand même un certain nombre de baisses des taux et de refinancement. Notamment à partir de 2025, une partie en 2024, etc. Si, in fine, la BCE ne veut pas trop agir de façon prématurée par rapport à la Fed, ce risque de refinancement en 2025 ou en 2026, à ce moment-là, il va se retrouver aujourd'hui sur le marché du crédit et par ricochet sur le marché action, on va commencer à douter, on va parler de croissance qui dégringole, etc. Et on ne veut surtout pas arriver dans ce type de schéma. Voilà, ça c'est un risque à laisser traîner, si je puis dire, finalement, une situation de statu quo sur les taux sans agir, alors qu'en fait, en Europe, les ingrédients sont là quand même pour initier quelque chose. Tout à fait. Appel, une réaction? Oui, je pense qu'on a bien cerné le débat. Donc, en termes de conséquences sur les actifs risqués, c'est à voir. On a eu un premier trimestre remarquable. Fabuleux, oui. Fabuleux. Comment faire mieux, ça va être difficile. Les valorisations, évidemment, se sont renchéries. On est effectivement sur un pricing de scénario de marché qui est un pricing très rose, d'atterrissage en douceur, de redécollage. Et à ce type de valorisation très exigeante, effectivement, le grain de sable peut facilement faire dérailler, peut faire facilement sortir de route. Donc dans ces conditions, on va être patient, on va regarder ce que les chiffres d'inflation nous réservent, on va regarder dans quelle mesure effectivement ce scénario de délai sur l'action des banques centrales pourrait se matérialiser. Et puis la façon dont le marché réagira si délai il y a, ça aussi c'est une inconnue, c'est difficile d'anticiper, mais à un moment où les marchés se sont beaucoup emballés, aller prendre une respiration et regarder un petit peu la suite, ça s'impose. D'accord. Non, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, la dernière saison des résultats a quand même été bonne, très bonne.
Est-ce que au T1 2024, ça sera encore la même chose ou est-ce qu'il y aura une déconnexion entre les attentes en matière de rentabilité et puis le prix des actions? Parce que dans ces cas-là, ça va être difficile de justifier des valorisations élevées s'il n'y a pas une accélération de la croissance des bénéfices. Alors, quelle est votre vision, vous, du coup, là, vous, pour le T2 là? Parce que c'est assez compliqué. Alors, niveau US, on a quand même des prévisions qui sont assez pessimistes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Morgan Stanley prévoit un S&P 500 à 4500 points. Chez JP Morgan, c'est 4200 points. Donc, c'est quand même des grosses baisses qui pourraient s'annoncer. Alors, le consensus est globalement plus élevé. Là, on est vraiment sur les deux. J'ai donné les chiffres chocs. Voilà. On est d'accord. Mais effectivement, vous pointez le du doigt... consensus est sur une baisse. Vous pointez du doigt une vraie problématique, à savoir cette résilience des résultats qui a surpris tout le monde. Clairement. Est-ce qu'elle peut se maintenir dans les trimestres à venir? Alors déjà, sur cette résilience, petit bémol, le marché avait beaucoup dérisqué T1 en révisant à la baisse ses anticipations. C'est vrai. Le marché commence à constater que oui, la macro... a tendance à décélérer, en tout cas sur certaines géographies. Ça, c'est un premier aspect. Que le consommateur qui a eu tendance à pousser cette capacité de maintenir ses marges et à autoriser le pouvoir de fixation des prix, le maintien de prix très élevés par les industriels. Ce consommateur, en particulier sur sa partie la moins favorisée, le consommateur du bas d'échelle, commence à tirer la langue. On le voit dans certains prix, certaines habitudes de consommation. Dans notre univers qu'on couvre chez Tikehau, ça a été clairement une thématique des commentaires de management. Quand on regardait dans le rétro, oui, c'était une belle dynamique de performance opérationnelle des entreprises. Quand on regardait à l'avant, on s'interrogeait sur la capacité du consommateur à continuer sur ces dynamiques. Ouais. Et puis, on voit des chiffres, par ailleurs, du type quantité de dettes sur les cartes de crédit aux États-Unis qui s'envolent aujourd'hui. On n'est pas encore sur des niveaux complètement délirants, mais clairement, le matelas Covid est épuisé. Donc, on commence à aller chercher de la dette pour consommer. Sur des indices précis de consommation ou de confiance, on voit que ça y est, ces hausses de prix systématiques et cette inflation est en train de rogner par le bas le pouvoir d'achat. Donc tout ça pourrait faire qu'effectivement, il y ait des déceptions sur les earnings à un moment où le marché est très chèrement, très optimiste, très chèrement valorisé. Et dans ces conditions, ça va être un gros facteur à considérer, la capacité de maintenir ses bénéfices. Juste pour reprendre la vue hélicoptère, aujourd'hui, on est sur des niveaux de marge qui sont exceptionnels. Bien sûr, oui. On est à entre 13, 14, 15% de marge en Europe et aux États-Unis, très au-dessus des moyennes historiques. Traditionnellement, on était plutôt à 10-11%. Donc les entreprises ont eu des capacités bénéficiaires gigantesques grâce à ce matelas Covid. Parier sur une normalisation, ce n'est pas complètement aberrant. On va avoir aussi, on a eu une explosion de cette capacité bénéficiaire aux États-Unis et en Europe qui, encore une fois, sortent des tendances long terme. Encore une thématique de normalisation qui pourrait apparaître. Et puis, le fameux effet retard des taux d'intérêt, celui qui fait que les coûts de refinancement explosent, que la charge de la dette devient importante, elle va commencer à se faire sentir. On dit souvent que les hausses des taux se font ressentir dans l'économie réelle après 18-24 mois. Bah, si vous faites le compte, 18-24 mois, c'est maintenant. C'est 2024. Ça. Donc, beaucoup de raisons de se dire que peut-être pas trop d'air, mais en tout cas un ralentissement qui pourrait affecter la valeur des actifs risqués. Adil, le T2 plus compliqué alors pour les marchés ou pas? Le T2 plus compliqué, on a eu un T1 quand même assez exceptionnel. Voilà, donc forcément, c'est dur de se maintenir là. Et voilà, on sent, voilà. Relatif. Après, encore une fois, si on reprend deux prismes, le prisme macro et top-down, voilà, si on regarde, si on ne croit pas en un scénario, on va dire, de ralentissement massif, bon, donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Raphaël l'a très bien dit, normalement, on ne peut avoir qu'a priori de la déception sur les résultats. C'est-à-dire, in fine, vu le niveau de départ à partir duquel on commence, il peut y avoir que de la défiance. Mais je reviens juste sur la question initiale sur les taux. Si, in fine, on continue à repousser les taux jusqu'à l'infini, in fine, des taux plus élevés, ça dévalorise mécaniquement le cours des actions, le cours de tous les actifs risqués. Oui. Donc ça, c'est un point qui est assez essentiel. Maintenant, sur le T2, sur le marché actions, pour revenir très, très factuellement, il y a un prisme géographique. Les US, on en pense ce qu'on veut, ils sont chers ou ils sont pas chers, mais les résultats ont été exceptionnels encore une fois sur 2023. L'Europe, par contre, à contrario,
on a des valorisations qui sont, on va dire, un peu plus intéressantes. Et d'un point de vue diversification aussi, c'est quelque chose qui est pertinent. Ça, c'est d'un point de vue géographique. Mais le Graal, selon nous, chez Schellcher, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le marché du crédit, des taux qui ne baissent pas, on continue à en bénéficier via du portage. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est mécanique. On ne peut pas tout faire et n'importe quoi, évidemment, mais encore de la valeur à aller chercher, avec des rendements, somme toute, qui sont extrêmement sympathiques, 5, 6, 7%. Ouais. C'est des choses que l'on trouve avec de la résilience à horizon assez court terme, 2, 3, voire 4 ans. D'accord. Voilà. D'accord. David? Je pense qu'il faut effectivement bien faire la différence entre les États-Unis et l'Europe. Tout à fait, encore une fois. Ouais. Parce que quand on parle des bons résultats, je rappelle quand même que aux États-Unis, on attendait 5-6% de croissance des bénéfices d'une année sur l'autre. Au quatrième trimestre, on a eu 10%. Oui. En Europe, on attendait moins 7 et on a eu moins 5. C'est très bien, hein, mais c'est un chiffre négatif. C'est mieux qu'attendu, mais bon. Voilà, exactement. Non, je pense qu'il faut juste espérer que la BCE fasse preuve d'indépendance. Indépendance dont elle avait déjà, si ma mémoire est bonne, fait preuve en 2011. Alors, en 2011, bien entendu, on va dire elle n'avait pas le choix. Il y avait le problème de la Grèce à régler, des pays périphériques, etc. Mais voilà, donc, quand il faut agir, ils peuvent le faire. Elle sait le faire quand même. Elle n'a pas fait souvent. Mais donc, on peut espérer qu'une fois de plus, ils arrivent à faire preuve d'indépendance là-dessus. D'accord. Alors, sinon, on va peut-être parler un peu du coup de la diversification. Alors, Athil, vous parliez des taux, du marché de taux, qui est quand même toujours attractif. C'est vrai que sur les actions, on a quand même eu une concentration absolument énorme, surtout sur la tech. Mais bon, après les 7 magnifiques, on est passé au Fab Four. Alors, Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon ont fait plus de 50% de la hausse du Nasdaq là, sur le premier trimestre. Côté européen, on a les granolas qui tiennent le haut du pavé. Est-ce qu'on va enfin avoir une rotation sectorielle? Est-ce que les géants gros vont enfin laisser la place un peu à la value? Quelles thématiques de croissance peuvent émerger? David, vous voulez commencer? Moi, je pense qu'on a quand même un sujet qui est un sujet de flux. Ouais. Et ce sujet de flux, c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine de notre industrie, ça s'appelle la gestion passive. Ouais. On a quand même une partie extrêmement significative des investissements qui ne regardent pas les valorisations. Tout à fait. Et qui vont juste là où les poids sont les plus importants, c'est-à-dire là où la performance passée, je dis bien passée, a été la meilleure. Oui. Ce qui, d'un point de vue de l'investisseur rationnel, laisse perplexe. Ouais. Pour utiliser un euphémisme. Donc voilà, là-dessus, c'est un vrai sujet parce que et c'est un phénomène qui est en plus assez autoréalisateur, c'est-à-dire que bien sûr, plus les indices sont réputés comme personne ne peut les battre, donc on se dirige vers ces indices. C'est-à-dire, je vais vous donner juste un chiffre. L'indice MSCI Monde, qui est l'indice représentatif des actions internationales, pays développés. Il est composé à 75%, je dis bien 75%, d'Amérique du Nord. Il y a de ça même pas 15 ans, 20 ans, c'était à peu près un tiers en Europe, un tiers aux États-Unis, un tiers en Asie. Voilà. Donc, c'est vrai que ça pose des questions, et la question de la diversification devient un vrai sujet. Je sais qu'on a eu ce thème-là, cette thématique-là avec le Japon à une époque. On disait que le Japon, tout le monde s'en fichait, puisque c'était devenu, les anglo-saxons avaient ce fameux terme de irrelevance, le fait de devenir non pertinent. Il redevient un peu intéressant quand même, oui. Des années après, voilà, exactement. Mais on peut se demander si l'Europe n'est pas en train de subir le même sujet de par cette concentration des flux. Et donc, ça, c'est un des sujets qui nous préoccupe chez Sansot, de voir à quel moment les investisseurs rationnels vont reprendre le dessus et vont réaliser que, en dehors de ces méga caps, il y a des sociétés qui sont délaissées avec des valorisations intéressantes, etc. D'accord. Athil, vous voulez revenir sur diversification? Non, pour compléter sur la partie equity, au-delà de la gestion passive, il y a aussi quand même une notion de diversification. C'est-à-dire, encore une fois, le marché US, vous l'avez très bien dit, on parle marché US, mais c'est 4 ou 7 valeurs, voilà, maximum. Donc un investisseur, on va dire institutionnel, un fonds de pension, X ou Y, dans tel ou tel pays, il peut être investi à 100% sur les US, mais c'est quand même un risque. Si demain la Fed ne baisse pas ses taux, mécaniquement, via la duration equity, on peut perdre 10 à 15% même sur un Nvidia.
quand on a pris 200-300%. Mais surtout qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur les US. Enfin, on a quand même les élections en novembre, on ne sait pas trop, voilà. Exactement. C'est compliqué. Tout à fait. Donc maintenant, si on regarde un peu le monde, un investisseur lambda qui a du dollar, où est-ce qu'il peut investir? Voilà, un institutionnel aux US, en Chine, marché émergent, et l'Europe. Voilà, le Middle East aussi, etc. Bon, quand on regarde maintenant ce prisme-là, là où il y a la plus grosse profondeur de marché, et là où les valorisations ne sont pas quand même complètement aberrantes, et où il y a quand même un certain nombre de grands champions, bah, c'est en Europe. Donc moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je pense que le marché action européen, aujourd'hui, surtout dans le cycle dans lequel on est, il y a quand même un momentum positif qui est à construire au-delà du luxe, parce qu'on pense souvent en Europe égale luxe et le VMH. Non, mais ça, c'est le biais français, ça. Voilà, ça, c'est notre biais. Donc, il y a quand même des choses à faire, et d'un point de vue allocation stratégique de long terme, clairement, le marché action européen, c'est un complément assez naturel pour une allocation sur les 4 ou 7 big cap américaines. D'accord, voilà. Tout à fait. Vous, Raphaël, l'Europe, ça vous parle? L'Europe, ça nous parle beaucoup, effectivement. Oui. C'est important, cette notion de diversification que vous amenez là, parce qu'effectivement, la performance a été très concentrée et qu'au-delà, peut-être, des 7 magnifiques, il y a vraiment 2 marchés. Il y a ce marché et 7 magnifiques, et puis tout le reste. Et dans tout le reste, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de dispersion, beaucoup d'écarts de valo. Et puis, un paradigme de marché avec des taux élevés aujourd'hui qui a vraiment évolué comparé à, effectivement, une décennie 2010 qui était gouverné par les ETF et la maximisation du risque, on va dire. Donc diversifier, c'est important. La première chose qu'on va refaire dans les portefeuilles aujourd'hui, qu'on ne faisait plus, c'est de mettre de l'obligataire. Ça, c'est très important. L'obligataire, il a beaucoup sous-performé. Adil le disait, il est redevenu attractif. Il permet de faire du portage, d'avoir du rendement de portefeuille. Donc, aller construire un fonds de portefeuille de rendement, de compounding, avec des crédits de qualité qui rapportent 5, 6, 7, 9% parfois. Ça fait sens et ça peut vraiment permettre d'avoir un fonds de portefeuille et un matelas de performance. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, aller dépenser, on va dire, des budgets de volatilité, d'aller faire un petit peu des paris de conviction sur d'autres segments de marché. Alors, sur le crédit, toujours, nous, on aime bien les financières, les subordonnées financières qui rapportent plus que les corporates et qui sont aujourd'hui attractives. Sur les actions, il y a beaucoup de choses à faire. Je reviens effectivement sur l'Europe. L'Europe, elle est très décotée. Elle n'a jamais été aussi décotée comparée aux États-Unis dans toute l'histoire. Et aujourd'hui, l'Europe a peut-être beaucoup d'atouts à faire valoir dans un monde moins globalisé, où on rapatrie les chaînes de production, où on relocalise, un monde de résilience. On peut faire le pari que l'Europe aura peut-être davantage sa carte à jouer. On peut dire peut-être, par effet miroir, que la globalisation a au final pas tant bénéficié à l'Europe que ça, quand vous comparez aux États-Unis ou en Asie. C'est un peu la grande perdante de la globalisation. Oui, tout à fait. Et qu'à l'inverse, ce phénomène de déglobalisation pourrait être un facteur positif. Donc nous, on croit en l'Europe, effectivement. On vient de lancer un fonds sur la souveraineté européenne. Cette idée qu'aujourd'hui, les États réinvestissent dans certaines industries stratégiques à la lumière de ce qu'on a vu pendant le Covid, de ce qu'on a vu pendant l'Ukraine ou de l'administration Trump. On se rend compte de nos fébrilités. Et aujourd'hui, des grands plans budgétaires sont déployés pour renforcer la pharma, la défense, la tech européenne. Tout ça à des niveaux de valorisation peu exigeants. Donc effectivement, la tech, il en faut. Parmi les 7 magnifiques, certaines sont plus attractives que d'autres et il faut être investi. Mais aller diversifier sur ces poches aussi moins chères, sur ce prisme de qualité, semble effectivement indiqué. Alors, on a parlé des méga caps, là, et les large caps. Est-ce que les small et mid caps vont enfin pouvoir tirer leur épingle du jeu? C'est quand même la question. Elles attendent, là, quand même, ces baisses des taux qui leur seraient favorables. Est-ce que 2024, ça pourrait être leur année ou c'est beaucoup trop tôt? David, non? Sujet compliqué. Sujet compliqué parce que justement, si on revient sur les small caps, ce qui est important, ce sont les flux. Bien sûr. Et on a été en flux de décollecte constant sur cette classe d'actifs. Mais il y a un moment, ça peut redevenir intéressant, justement. Oui, mais la dernière fois, j'en parlais avec un de mes confrères et on se faisait la remarque que les valorisations des sociétés de petite taille cotées étaient nettement inférieures aux multiples utilisés dans le private equity. Ouais. Et ce à quoi il a un peu tué mes espoirs en me disant non, mais les valos du private equity vont s'ajuster à cause des taux. Voilà. Mais blague à part, c'est un vrai sujet. Maintenant, j'ai envie de dire que le marché des petites et moyennes capitalisations, ce sont des marchés de flux
Et donc, j'ai envie de dire, on le verra repartir, ce marché. On n'a pas besoin d'être précurseur. Ce sont des marchés de tendances, des tendances qui généralement durent plusieurs années, en surperformance comme en sous-performance. Et j'ai envie de dire, c'est un rebond sur lequel je veux bien être en retard. D'accord. Ok. Dites-vous. Non, mais c'est toujours le même débat sur les small et mid cap. Mais bien sûr qu'il y a une décote. Voilà, même si ça a repris ces derniers jours, etc. Évidemment, là, il y a un peu de momentum qui est revenu. Bien sûr qu'il y a une décote. Nous, on aborde ce marché-là comme avec un prisme un peu private equity. C'est-à-dire que quand on investit sur les small mid-cap, David l'a bien dit, c'est un marché de flux. S'il n'y a pas de flux, on ne peut pas vendre. Donc même si la boîte, elle fait 500 millions d'EBITDA, si on ne peut pas la vendre, on ne peut rien y faire. Bien sûr. Donc, logique de private equity, c'est-à-dire qu'on achète ce type d'action, mais c'est un fonds de portefeuille qui est là sur le long terme. Et in fine, si la boîte, trimestre après trimestre, année après année, elle délivre, et ça se voit systématiquement dans les publications, forcément, elle sera achetée, ou il y aura un deal M&A qui va arriver, et il y aura de la revalorisation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas traiter pour moi le small mid-cap comme on traiterait une action LVMH ou Tesla ou Amazon ou XY. Ça, c'est strictement impossible. Bien sûr, c'est normal. Oui, c'est la grande déception de marché. Bien sûr, tout le monde attend leur rebond. On attend tout ça. 2024, c'était l'année du rebond, souvenez-vous. Jusqu'à présent, c'est raté. Voilà. Mais effectivement, toujours dans cette logique de diversification, c'est probablement une bonne chose d'en avoir. Toujours dans cette logique de renforcement des industries locales, de relocalisation, des plans d'industrialisation, en particulier en Europe, qui ont lieu aujourd'hui. Il y a aujourd'hui de la valeur à investir sur un segment qui est massacré, très décoté. Alors, absolument pas la prétention de dire que le bottom est proche et qu'on va bientôt rebondir, mais sur un portefeuille long terme, positionné sur des small et mid cap de très bonne qualité, à des niveaux de valorisation qui sont très souvent inférieurs à 10, par exemple, en moyenne, ça paraît être un pari très raisonnable. Encore une fois, ce prisme de qualité doit prévaloir. Il y a à boire et à manger sur ce segment small et mid cap, mais on a des très belles entreprises avec des profils fondamentaux qui sont proches des plus belles entreprises des gros indices européens, par exemple, qui sont aujourd'hui sur une décote structurelle où là, clairement, il y a de la valeur à investir. On verra sur le long terme. D'accord. Alors, on va maintenant parler un peu des déficits publics. Alors, dérapage du déficit public français n'a échappé à personne. Du côté US, c'est pas mieux. Alors, ce qui est quand même très, très étonnant, c'est que les rendements obligataires n'ont pas bougé. Ils n'ont bougé finalement qu'à l'annonce des indices PMI manufacturiers qui pourraient remettre en question l'assouplissement monétaire. Alors, on a l'impression que le marché est complètement focalisé sur la politique des banques centrales et leurs taux directeurs et on oublie complètement les fondamentaux, à savoir la dette publique, y compris si elle est abyssale et y compris si la charge de la dette devient monumentale. Votre avis, Adil? Non, est-ce que je vous vois rigoler là? Non, mais c'est une question philosophique. Alors, bien sûr. Non, mais est-ce que c'est inédit? Parce que c'est quand même incroyable. Alors, est-ce que c'est inquiétant? Moi, je vais avoir plusieurs réponses par rapport à ça. Quand on parle déficit public, déficit budgétaire, on parle dette sur PIB. Dans un monde en inflation, le PIB il augmente mécaniquement. C'est du PIB nominal. Donc normalement, si l'inflation est là, pas à 4-5%, mais ne serait-ce qu'à 2%, en théorie, les dénominateurs augmentent, donc ça devrait se rationaliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on fait un peu de mathématiques, normalement, quand on essaie de faire des modèles sur les taux, la partie dette sur PIB et déficit, etc., où est-ce qu'on voit finalement ces impacts? C'est sur la partie longue de la courbe. Voilà, la partie longue, au-delà de 10 ans. Voilà, c'est là où vraiment il y a un impact. Donc, aujourd'hui, on l'a constaté, les courbes ont repris beaucoup de ce qu'on appelle la prime de terme. Il y a de la pente qui s'est reconstituée. Elles sont toujours inversées, mais in fine, les choses sont en train de se normaliser petit à petit. Ça, c'est en train de se mettre en place. Et donc, le marché, lui, dans son esprit, qu'est-ce qu'il regarde sur la partie 0 à 10 ans? Il regarde la croissance, l'inflation, banque centrale. Voilà, c'est mécanique, c'est là où il y a les flux, c'est là où ça traite le plus. La partie long terme égale déficit, et in fine, on la regarde pas. Mais elle est en centaines de trillions, de millions, de milliards, on peut rajouter des zéros jusqu'à l'infini. Et in fine, demain, est-ce que cette dette, elle devra être remboursée? Clairement, aujourd'hui, le marché dit ça ne devra pas être remboursé. Et même l'Italie, qui est quand même le pays qu'on regarde à chaque fois sur les déficits, etc., le spread Italie-Bund, quand même, il est au plus bas. Et aujourd'hui même, il se resserre encore. Voilà. Donc c'est un sujet qui est mis de côté. Est-ce que c'est grave? J'ai envie de dire, tant que le marché achète un rollover finalement systématique, c'est-à-dire le fait de continuer à refinancer en Europe et aux États-Unis parce que les devises sont fortes, ce n'est pas un sujet. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les marchés au quotidien.
David, c'est pas un sujet jusqu'à ce que les agences de notation s'en mêlent. Alors, oui, mais c'est aussi un sujet qui est relatif. Oui. C'est-à-dire que si vous avez un pays tout seul dans son coin qui voit ses déficits exploser, là, tout le monde va le regarder. Oh oui, mais on est tous dans le même bateau, donc tout va bien. Voilà, quelque part, effectivement, le fait de ne pas être le seul vilain petit canard, mais d'être accompagné, d'agir en groupe, on va dire, fait que finalement, ça se voit, parce que l'alternative, elle est où ? Vous avez le choix entre un pays très très endetté et un autre pays très endetté. Donc finalement, ça s'équilibre un peu. C'est ça. Raphaël ? Oui, c'est un facteur d'inquiétude chez nous. On est assez inquiet de voir cette dynamique. Effectivement, on ne sait pas quand ou comment tout ça va se terminer. Mais effectivement, les tendances actuelles ne sont pas tenables. Il y a des explosions des chiffres. Vous prenez la dette américaine en 2017, elle était à 20 trilliards. En 2025, elle sera à 40. Voilà. On parle d'un doublement de la dette en 8 ans. Les coûts de cette dette sont faramineux. Ils ont triplé en quelques années. Donc là, on se rend bien compte qu'on est en train de manipuler une équation qui n'a pas de solution. En tout cas, en l'état actuel des choses et quand on prend les tendances actuelles. Et quand vous regardez sur une simple dynamique d'offre et de demande, l'offre explose, les déficits explosent. On l'a vu en France, 5,5%. Aux États-Unis, on va être plus proche des 8% dans les mois à venir. Ouais. Et donc, ces déficits, ils sont financés avec plus de papier, énormément d'émissions. 2024 sera l'année la plus importante en termes d'émissions gouvernementales, par exemple aux États-Unis. Donc, plus d'offres d'un côté et moins de demandes. Les banques centrales n'achètent plus. Les grands investisseurs internationaux ont tendance à se détourner de ces papiers, par exemple en dollars, pour se refocaliser sur la dette nationale, se désensibiliser en particulier du risque dollar. Donc plus d'offres, moins de demandes. Il y a une seule façon de résoudre le problème, c'est par le prix. Ouais. Donc un risque sur les taux d'intérêt, en particulier longs, effectivement, Adil le disait, un risque de pontification par les taux longs qui est réel. Jusqu'à présent, on regarde chaque adjudication avec intérêt et ça se passe bien, mais peut-être qu'à un moment, la baignoire sera pleine. Ouais. Et à un moment, pour la goutte d'eau, là, oui. Peut-être qu'on pourra avoir un mouvement aussi sur ces taux d'intérêt. Donc on en revient à ce risque de marché sur lequel on avait ouvert. Voilà, cette idée qu'il y a des risques haussiers importants sur ces taux d'intérêt, dont les déficits galopants participent, qui pourrait être finalement ce grain de sac qui pourrait faire dérailler le marché. Donc c'est pour ça que nous, on regarde ça avec beaucoup d'attention. D'accord. Alors, on va finir. J'espère que vous avez fait vos devoirs. J'aimerais que vous me donniez un mot, une expression qui va caractériser pour vous le T2 2024, en m'expliquant évidemment pourquoi. Et puis, peut-être un indicateur qui, selon vous, serait à suivre pour les 3 prochains mois. Adil. Alors, pour le T2, avoir du cash et engranger encore du portage. D'accord. Voilà, ça c'est mécanique. Alors, j'explique en 2 mots. Moi, je reste convaincu que 2024, à l'instar de 2023, l'année du rendement. Voilà. Il y a du rendement à aller capter sur l'investment grade, sur le high yield en Europe, beaucoup plus en Europe. Ça, c'est vraiment notre prise. Voilà, il y a encore des choses très intéressantes. Donc, on peut rester investi. Par contre, ça va être volatile, ça bouge. On l'a bien vu sur les derniers jours. Et donc, il faut toujours avoir ce matelas de liquidité pour déployer et encore améliorer son rendement. Voilà. Ouais. Ça, c'est une stratégie qui, je pense, est protectrice. Ouais. Et c'est clairement le mindset dans lequel on se trouve aujourd'hui pour le T2 de cette année. D'accord. Et en termes d'indicateurs, forcément, on parle portage, on parle crédit. Ouais. C'est le pilotage et le suivi de ce qui se passe en termes de défauts et de restructuration. Voilà. Il y a quand même des petits sujets en Europe. Ouais. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Il faut être très attentif. Il ne faut pas d'effet boule de neige. Il ne faut pas que ça se généralise. Et ça, clairement, c'est l'indicateur à scruter jour après jour. D'accord. David. Bien, contre toute attente, le mot pour caractériser le 2e trimestre, ça sera le mot accélération. Ah, voilà, oui. Avec alors oui, c'est pas intuitif ça. La crainte d'une accélération de l'économie. D'accord. Donc, le fameux scénario de no landing. Donc ce que l'on va suivre comme indicateur, c'est tout ce qui touche à l'activité économique, à l'inflation, et de voir si finalement cette absence de ralentissement, cette accélération de cette reprise économique, finalement, ne va pas être la goutte d'eau de trop et ne va pas finalement faire dérailler le sans faute qui a été fait pour le moment par la Fed. Ouais, tout à fait. D'accord. OK. De toute
votre côté, Raphaël? Moi, ça sera le mot d'exigence. C'est vraiment ce qu'on implémente aujourd'hui chez Tikehau en termes de construction de portefeuille. Si vous regardez la photo globale des marchés aujourd'hui, on est à l'aube de baisse de taux potentiels qui devraient être favorables pour les actifs risqués. On peut argumenter que sur certains segments, les primes de risque sont raisonnablement confortables. On va avoir, on l'espère, un cycle économique qui va se rouvrir devant nous, en particulier en Europe, qui sera plus positif. Les taux d'intérêt sont au plus haut, en tout cas localement. C'est, sur le papier, un bon moment pour être investi, un bon moment pour déployer, ne pas rester avec trop de cash. D'accord. Maintenant, lorsqu'on soulève le capot, on se rend compte qu'on a un grand fourre-tout de valorisation, que les marchés se sont beaucoup étirés, que ça fait longtemps que les marchés montent. On est sur des dynamiques qui sont assez remarquables par leur longueur, et que donc maintenant, pour déployer dans ce marché d'opportunités, il va falloir être très exigeant. Très exigeant sur les valos. Aujourd'hui, il y a des choses très chères, il y a des bulles d'exubérance, attention. Très exigeant sur la qualité des portefeuilles. Ce n'est pas le moment d'aller faire des entreprises trop endettées ou en détresse, ou d'aller faire des coups spéculatifs sur le court terme. La qualité dans un marché de fin de cycle, c'est clairement le maître mot. Et lorsqu'on arrive à construire un portefeuille autour de cette dynamique d'exigence, on peut aujourd'hui construire un portefeuille de très bonne qualité à des valorisations qui restent raisonnables. Donc optimiste, mais exigeant. D'accord. Indicateur, du coup? Alors, un indicateur, toujours dans cette thématique de taux d'intérêt, de risque de défaut, effectivement, de liquidité, qui, selon nous, peut être le facteur X de marché, ce qui nous fait dérailler. On va regarder beaucoup les spreads crédit, les primes de risque sur le crédit. C'est souvent un bon indicateur avancé de la santé des entreprises. Et à un moment où ce risque de refinancement, ce risque de dette, ce risque de taux est en train de pénétrer l'économie par le bas, et on l'a vu sur différents dossiers récemment, en particulier sur le marché du haut rendement. On a envie de bien regarder que les spreads crédit se maintiennent à des niveaux relativement bas, que l'accès au financement reste abondant pour les entreprises. C'est souvent un indicateur avancé de la suite des opérations pour le marché, et on va regarder ça avec attention. D'accord. Alors, avoir du cash, attention à l'accélération, exigence et qualité. Merci messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci donc David Calfon, président de Sanso Investment Solutions, Adi Lamor, DG de Schlecher Prince Gestion, et Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de Tikehau Capital. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, on parlera déclaration de revenus avec Audrey Ferry, en charge de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et Compagnie à Paris, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir Audrey. Bonsoir Clémence. Alors, on va parler déclaration de revenus. Alors, comment bien la remplir? Ça peut être un petit peu compliqué quand on est en possession de titres, sur un PEA, sur un compte titre. Pourquoi pas aussi en nominal? Comment on fait pour bien déclarer ses revenus? Alors, il y a les plus-values, les moins-values, comment on s'y prend? Exactement. Alors déjà, un bref rappel sur les dates de déclaration. Là, le service de déclaration en ligne va ouvrir jeudi 11 avril, donc semaine prochaine. Et selon son département, on a jusqu'au 23 mai, 30 mai ou le 6 juin pour faire sa déclaration. Voilà. Sur la partie cession de titres par des particuliers, des contribuables particuliers. Effectivement, on peut avoir quelques difficultés pour compléter sa déclaration de revenus, parce que déjà, il faut voir dans quelle situation on est. Est-ce que je suis en plus-value sur l'année 2023? Parce qu'on est en 2024, mais on remplit les revenus 2023. Tout à fait. Donc, est-ce que je suis en plus-value? Est-ce que je suis en moins-value? Ou est-ce que j'ai eu des plus et des moins-values? Donc, si je suis dans la première situation, imaginons, je n'ai fait malheureusement que des moins-values au titre de l'année 2023, à ce moment-là, j'ai le droit de reporter ces moins-values sur les futures plus-values pendant 10 ans. Donc, il faut bien sûr... C'est bon à savoir. Voilà. Il faut, par contre, le noter dans une déclaration qui est... c'est le formulaire 2074. On peut faire, bien sûr, en ligne tout à fait, sur son espace particulier. Et on va noter cette moins-value. On pourra la reporter 10 ans et l'imputer plus tard. Sur parce ses que futures plus-values. Voilà, exactement. Sur les futures plus-values. Malheureusement, on ne peut pas imputer sur le revenu global. C'est pas possible. Dommage. Exactement, dommage. Donc, voilà ce à quoi il faut penser
commencer pour les moins-values. En revanche, si on est en plus-value, là, on peut se poser la question de se dire, est-ce que j'ai justement des moins-values reportables? Donc là, pour 2023, il faudrait aller voir si entre 2013 et 2022, j'ai eu des moins-values que je n'avais pas utilisées à l'époque et que je pourrais utiliser. La règle, c'est qu'il faut commencer par les moins-values les plus lointaines. Exactement. Donc si on utilise ou pas celles de l'année 2013, l'an prochain, en tout cas, elles seront perdues. D'accord. Une fois que j'ai fait cette imputation des moins-values des années précédentes, je regarde quelle fiscalité je veux qu'on m'applique. Parce que pour les plus-values, c'est pas comme pour les dividendes, pour les intérêts ou maintenant même pour nos salaires, il n'y a pas de prélèvement à la source, l'impôt n'est pas prélevé. On le déclare en fait en ce moment et on déclare en ce moment la plus-value réalisée l'année précédente et je paye l'impôt en septembre 2024. Voilà. Du coup, on a 2 fiscalités au choix. Le principe, c'est qu'on applique le fameux PFU, prélèvement forfaitaire unique ou flat tax. Voilà. C'est une taxe de 12,8%, plus des prélèvements sociaux. Donc, au global, exactement, on est à 30%. Et ça, dès le premier euro. Je n'ai pas d'abattement pour durée de détention, j'ai aucune correction à faire. Voilà, on est d'accord. Soit je fais une option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et ce barème, donc il est propre à chacun. Donc il y en a pour qui ça peut être intéressant, d'autres non. Mais il faut faire attention parce que quand on opte pour l'application du barème progressif, c'est une option, on dit qu'elle est globale. Donc elle va s'appliquer tant sur les plus-values que sur les dividendes, les intérêts qu'on a pu percevoir. Donc il faut faire quand même attention parce qu'en plus c'est irrévocable. Mais pour une année. Pour une année. L'année suivante. Exactement, voilà, c'est complètement libre. Et la dernière chose sur cet abattement pour ce régime du barème progressif, c'est qu'on peut avoir un abattement pour durée de détention si on a acquis ou souscrit les titres avant 2018. À ce moment-là, on peut avoir un abattement pour durée de détention. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est intéressant à la fois si on a un abattement pour durée de détention et puis si on est faiblement imposé. Parce que si on n'est pas du tout imposé, du coup on sera imposé à 17 de seulement les prélèvements sociaux. Si on est imposé à 11%, ça reste aussi intéressant. Exactement. Et en plus on a une CSG déductible de 6,8% pour l'année 2024. Donc c'est assez intéressant. D'accord. Donc il faut bien regarder selon sa situation si c'est quand même intéressant ou pas. Et la troisième situation, parce qu'on a vu effectivement, je suis en moins-value sur l'année 2023, je suis en plus-value sur 2023 et j'ai les deux, exactement. Donc dans ce cas-là, sur les plus-values, je vais pouvoir venir les réduire avec les moins-values de l'année en priorité. Puis dans un second temps, si je suis encore en plus-value nette, je peux utiliser les fameuses moins-values qui sont reportables sur les 10 dernières années. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je peux choisir sur quelle plus-value imputer mes moins-values. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est pas le fait de pouvoir imputer, compenser en fait avec des moins-values. Si j'ai des moins-values existantes, j'ai pas le choix que de les compenser avec mes plus-values. Je peux pas me dire je vais les garder pour une prochaine année. Voilà, je suis obligée de le faire. Et cette compensation plus-value moins-value, elle est possible que je sois fiscalisée au PFU ou au barème progressif. Donc, peu importe le mode de taxation. Et si, après compensation des moins-values de l'année, des moins-values reportables, je suis en moins-value nette, je peux effectivement conserver cette moins-value pour les 10 prochaines années. Exactement. Voilà. Alors, comment on fait pour regarder ça? Il faut regarder il y a quand même l'imprimé fiscal unique qui permet de simplifier un peu la chose, non? Oui, exactement. Heureusement, chaque établissement bancaire envoie un IFU qui va nous donner les positions plus-value, moins-value. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas faire un impôt à la source parce qu'il est impossible de connaître toutes les plus-values, toutes les moins-values qui vont être réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 auprès de différents établissements si on a plusieurs comptes titres. Alors justement, différents établissements, souvent les Français ont différents établissements et parfois aussi des établissements à l'étranger. De plus en plus d'ailleurs parce qu'il y a quand même avec les néo-courtiers, avec les comptes... les courtiers en crypto-monnaie, etc., les Français ouvrent de plus en plus de comptes à l'étranger. Alors ça, il faut absolument les déclarer au moment de remplir sa déclaration de revenus. Oui, alors effectivement, c'est une obligation annuelle. Donc pareil, chaque année, il va falloir déclarer le compte ou le contrat d'assurance vie ou de capitalisation qu'on a souscrit à l'étranger. Aussi, voilà, exactement. Voilà. Et même les comptes d'actifs numériques aussi. Alors, cette obligation, elle s'applique à toute personne physique qui réside en France, que ce soit le titulaire du compte, le co-titulaire, que ce soit aussi, par exemple, un parent qui rattache ses enfants qui sont étudiants à l'étranger, qui ont un compte à l'étranger pour payer leurs charges.
il faut bien sûr penser à déclarer ce compte. Donc, ça concerne pas mal de monde. Ça concerne aussi les associations et les sociétés non commerciales, donc par exemple des sociétés civiles qui pourraient avoir des comptes à l'étranger parce qu'elles ont un actif immobilier, par exemple, à l'étranger. D'accord. Là aussi, il faut bien penser à faire cette déclaration. D'accord. Et comment on s'y prend ? Il y a un petit formulaire à remplir en ligne, j'imagine. Oui, alors effectivement, en fait, on a deux choses à penser. Déjà, pour les comptes bancaires, alors que ce soit un compte d'épargne, un compte courant, un compte titre, c'est assez large. Ouais. Tous ces comptes-là et les comptes d'actifs numériques, il faut cocher une case qui est la 8UU. D'accord. Et pour tout ce qui est contrat d'assurance vie souscrit par exemple au Luxembourg, c'est souvent ce qu'on a en pratique, il faut cocher la case 8TT. Et ensuite, remplir un formulaire 3916, 3916 bis, dans lequel on doit préciser, par exemple, est-ce que c'est un compte simple, un compte joint, le numéro du compte, dans quelle banque, dans quelle compagnie d'assurance, le numéro du contrat, est-ce que j'ai fait des versements ou pas. Voilà, donc, et cette déclaration, en fait, elle va concerner soit j'ai ouvert ou souscrit le compte ou le contrat en 2023, soit je l'ai clos, soit j'ai le simple fait en fait de détenir ce compte, même s'il n'y a aucun mouvement dessus. Exactement. Il faut absolument le déclarer. Tout à fait. En fait, il peut y avoir même quelques euros dessus, 10 euros, mais je dois quand même le déclarer. Et même si c'est qui ne génère même pas de revenus, je dois aussi le déclarer. D'accord. Et si on ne le déclare pas, si on a oublié, si on ne se souvient même plus qu'on a ce compte, mais que le fisc, lui, vous rappelle à l'ordre, du coup, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, effectivement, si on a un défaut de déclaration, on risque une amende de 1 500 € par compte non déclaré et par année. Voilà. Ça fait beaucoup. Voilà, exactement. Donc attention. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Attention, en fait, le piège, c'est surtout parfois, on a souscrit et puis un contrat, par exemple, et on oublie de le faire la première année. Bon, donc attention à bien penser à le faire. Ouais. Aussi, les clôtures de compte. Parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est bon, je l'ai clôturé en 2023, je n'en parle plus. Mais en fait, il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Et attention à vos enfants, les majeurs qui sont rattachés au foyer fiscal des parents. On a effectivement cette obligation de déclarer les comptes qu'ils possèdent. Donc, tant les comptes bancaires à l'étranger, mais aussi tout ce qui va être compte d'actifs numériques. Voilà. Donc s'ils ont acheté du Bitcoin, vous avez intérêt à vous demander où. Voilà, exactement. Pour pouvoir remplir votre déclaration de revenus. Quelques derniers petits conseils sur la déclaration de revenus. Qu'est-ce que les gens oublient ou ne font pas forcément Alors, ce à quoi il faut penser, ça va être aussi toute la partie réduction d'impôts. Vous avez fait des dons au fur et à mesure de l'année. N'oubliez pas de les déclarer. Il y en a qui sont à 66%, il y en a qui sont à 75%. Donc, pensez à ça. Tout ce qui est aussi épargne salariale, donc il y a des cases à compléter, c'est toujours intéressant. Et puis, il y a quelques petits, je ne sais pas, par exemple, les frais de scolarité pour les enfants. Tout à fait. Bien penser à déclarer voilà, tous les emplois de salariés à domicile. Voilà, par exemple, en tout cas, ça fait partie des petites choses qu'on peut oublier. Quelques moyens de réduire son imposition, ce serait bête de les manquer. Merci Audrey pour votre éclairage. Remplir ces déclarations ne sera peut-être pas très sympathique, mais ce sera sûrement plus facile après vous avoir écouté. Audrey Ferry, en charge de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier Compagnie à Paris, était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.